déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Bamako prépare activement pour les 22-23 décembre prochains la deuxième session du Collège des chefs d'État et de la Confédération des États du Sahel AES. Les travaux de la réunion du comité de pilotage national AES présidé par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a porté sur les volets techniques et organisationnels. Un seul projet de loi sur la table de cette plénière au CNT, le budget d'État, qualifié de souverainiste au vu de sa composition et de rassurant pour son déficit maîtrisable d'environ 520 milliards de francs CFA. Il a été voté à l'unanimité ainsi que les autres budgets connexes. Les travaux étaient présidés par le président de l'institution, le général de corps d'armée, Malik Diaw. Approvisionnement du pays en hydrocarbures, pas de pénurie à Bamako. Attention aux fausses informations. Le ministre de l'Industrie et du Commerce met en garde. Moussa Alassane Diallo rencontrait les opérateurs pétroliers aujourd'hui, occasion de faire l'état des lieux. Ces dernières 24 heures, plus de 290 camions citernes ont été réceptionnés dans la capitale. Le Mali dispose désormais d'un outil numérique d'investissement. Il s'appelle la carte de l'investissement. Orientée vers les objectifs de développement durable, cette carte permettra de donner des informations claires et précises sur les opportunités d'investissement dans notre pays. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Bientôt, un cadre de concertation gouvernement-religieux. C'est l'information majeure qui ressort de l'audience accordée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, au leader des confessions religieuses du Mali, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La démarche consiste à anticiper, prévenir et traiter tout manquement susceptible de porter atteinte à la cohésion sociale au Mali. Reportage Mamari Kone, Aliou Touré. L'espace religieux malien est caractérisé ces derniers temps par des affrontements verbaux de plus en plus vifs sur les réseaux sociaux et des attaques verbales contre des leaders religieux. Ces dérives constituent une menace pour la cohésion sociale et fragilisent le vivre ensemble qui a longtemps caractérisé notre pays. C'est pour apporter une réponse adéquate à cette situation que le président de la transition décide de prendre le taureau par les cornes avec bientôt la création d'un comité inclusif. Et c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui informe les confessions religieuses de la création de cette nouvelle structure. L'objet de cette rencontre porte essentiellement sur la nécessité, suivant l'instruction du chef de l'État, de trouver une solution malheureusement aux troubles et aux problèmes que nous constatons dans le champ le Nous avons constaté ces dernières années, malheureusement, des cas tristes où des religieux ont été condamnés par la justice pour des propos haineux. Nous avons constaté également, malheureusement, des cas de propos haineux visant également des religieux. Bref, dans un cas comme dans l'autre, ce phénomène constitue des troubles à l'ordre public. Et nous n'en avons pas besoin en ce moment. Nous avons besoin d'un climat social apaisé. Nous avons besoin de préserver l'ordre public dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État nous a instruit de mettre en place un comité qui aura essentiellement pour mission de réfléchir à des solutions permettant justement d'atteindre l'objectif d'apaiser le climat social et de faire en sorte justement que
la pratique religieuse dans notre pays se déroule dans des conditions normales, sans pour autant enfreindre ni la législation, et s'inscrivant toujours dans cette dynamique de préserver l'ordre public. Les représentants des confessions religieuses ont salué cette initiative des autorités de la transition. C'est Makiba du Haut Conseil islamique du Mali s'est dit rassuré par les propos du chef du gouvernement. Le représentant de l'église protestante s'est dit honoré d'être associé à cette initiative. L'église catholique, par la voix de son représentant, salue cette décision qu'il qualifie de salutaire. Les différentes confessions religieuses du Mali promettent d'accompagner le gouvernement dans la mise en place de ces comités. Elles ont aussi fait des bénédictions pour le pays. Les préparatifs de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, prévue à Bamako les 22 et 23 décembre prochains, se déroulent normalement. Notre pays entend relever le défi d'une organisation réussie, mieux d'une organisation exemplaire. De cette rencontre capitale pour la Confédération, c'est ce qui ressort des travaux de la réunion du comité de pilotage national AES présidé par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Les volets techniques et organisationnels ont été passés au peigne fin, nous précisent Mamari Koné et Aliou Touri. Cette réunion du comité de pilotage de la Commission nationale AES se tient à quelques semaines de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES, ici même à Bamako. C'est pourquoi elle revêt une importance particulière pour le chef du gouvernement. Cette réunion doit faire le point de la préparation technique et organisationnelle des prochaines instances de la Confédération. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de dresser le bilan de la présidence malienne de la Confédération AES, cette prérogative relevant de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et de ses pairs. Mais d'ores et déjà, nous pouvons affirmer avec satisfaction que de nombreux progrès ont été enregistrés dans la mise en place de l'architecture institutionnelle de la Confédération, qui est aujourd'hui une entité géopolitique reconnue sur la scène régionale et internationale. Les progrès ont été également réalisés dans les domaines de la paix et de la sécurité, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. La coordination de l'action diplomatique est une réalité que sont parvenus à accomplir les ministres des Affaires étrangères des trois pays. Et s'agissant du pilier développement, qui a une lourde tâche, de nombreuses avancées ont été faites pour le bonheur de nos populations et d'autres sont à venir très prochainement. Je n'oublie évidemment pas la communication transversale et la mobilisation citoyenne confédérale. C'est donc pour moi le lieu de féliciter tous les membres du gouvernement pour leur engagement constant dans le cadre de la mise en œuvre des actions de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES. C'est le lieu également de se féliciter de l'engagement des populations de la Confédération AES et de la forte mobilisation de l'importance de notre diaspora, qui ensemble contribuent à l'édification et au développement des pays de la Confédération. Du 15 au 23 septembre prochain, Bamako sera donc la capitale de la Confédération. La session du Collège des chefs d'État sera précédée de la session confédérale du Conseil des ministres et de la réunion des hauts fonctionnaires de la Confédération AES. La deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES est un événement d'une grande importance pour notre Confédération, attendu, observé et voire scruté, tant de manière positive que pour des raisons non constructives par de nombreux acteurs. Nous avons ainsi relevé le défi d'une organisation réussie, mieux, d'une organisation exemplaire de cette rencontre capitale de notre Confédération. Le Mali, pays du Djatiga, sera sans nul doute réservé un accueil digne de la dimension de cet important événement sous la haute présidence de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération AES. Comme à notre habitude, nous saurons collectivement être à la hauteur des attentes légitimes de nos populations et de nos invités. Permettez-moi de réaffirmer l'importance capitale que revêt
la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Cet événement dépasse la simple réunion institutionnelle. Il constitue un moment décisif pour notre région, un rendez-vous où se conjuguent nos aspirations communes, nos responsabilités partagées et notre volonté de bâtir un avenir plus stable et plus prospère. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est revenu sur les volets techniques et organisationnels de la session. La Commission nationale d'organisation mise en place s'attelle à la bonne organisation du sommet. Le Premier ministre a salué les membres de la Commission d'organisation pour le travail accompli et invité les départements ministériels à faire parvenir leurs contributions au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Par ailleurs, les comptes rendus de toutes les activités menées avant la session devront être pris en compte dans les rapports d'activité. Le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, sur le site hydro-agricole de Sangia, véritable levier opérationnel de l'agriculture nigérienne. Le site est réhabilité et aménagé dans le cadre de la grande irrigation, citant sur une superficie de 105 hectares. Laouali Maïnassara et Ousmane Sani nous parlent de cette sortie présidentielle qui a accueilli un écho favorable avec la sortie en masse des populations environnantes. C'est une ambition claire qu'il nourrit depuis son accession à la tête de l'État. Trouver les voies et moyens permettant d'assurer aux Nigériens l'autosuffisance alimentaire partout et à n'importe quelle saison de l'année. La solution, le chef de l'État Abdourahmane Tiani l'a trouvée dans son initiative de projet de grande irrigation en cours d'exécution dans les 8 régions du pays. Comme il l'a fait dans les autres régions, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani a tenu également de faire personnellement le déplacement du site de Sagia 6 à l'arrondissement communal Niamey 5 pour constater la mise en œuvre du dit projet piloté par l'Office national d'aménagement hydro-agricole ONAHA. Après avoir reçu toutes les informations relatives à l'exploitation du site par le directeur général de l'ONAHA et les responsables du génie rural, cap a été mis sur les stations de pompage disposant de 3 pompes d'une capacité de 540 mètres cubes par heure chacune pour une superficie totale de 105 hectares réhabilités qui produisent des centaines de tonnes de riz paddy les 2 saisons annuelles cumulées. Les magasins de stockage et le siège de la coopérative des producteurs du riz ont constitué la dernière étape de cette visite. Là également, les producteurs et l'ensemble des acteurs et riverains attendaient l'arrivée de l'hôte spécial. Le président de la République a ainsi longuement échangé avec la Fédération des unions des coopératives des producteurs du riz, des responsables de l'ONAHA, des cadres du ministère de l'Agriculture et l'ensemble des acteurs de la chaîne rizicole. Ils ont tous salué la clairvoyance du chef de l'État dont l'engagement a permis de redonner un souffle nouveau à la filière rizicole. Avec l'ONAHA renforcé, la grande irrigation en marche, le RINI ressuscité et l'OPVN revigoré, le général Abdourahmane Tiani a bien placé ses pions pour remporter la victoire, celle de la souveraineté alimentaire de son pays. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, préside la cérémonie nationale des décorations au titre de l'année 2025, entrant dans le cadre de la commémoration de l'indépendance. Au total, ils sont 370 récipiendaires à recevoir l'ordre de l'étalon et l'ordre du mérite burkinabé. Le reportage de Salifou Belem et Nyarketeda. À la grande chancellerie cet après-midi, le temps est à la reconnaissance du travail bien fait dont les élus du jour attendent ici, de recevoir leurs médailles. Mais avant, il faut rendre hommage à la nation. L'hymne national, l'hymne de la victoire ou encore le ditanier est entonné avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, grand maître des ordres burkinabés, en tête. Le moment est solennel. C'est aussi l'heure des honneurs, des récompenses pour services rendus à la nation. Ce jour, la nation célèbre et magnifie 370 de ses filles et fils
pour leur sens de sacrifice et de devoir, ainsi que leur résilience pour la marche triomphale du Burkina Faso pour le bonheur de son peuple. Cette année, la plus haute distinction est le grand officier de l'ordre de l'Étalon. Colonel-major à la retraite Diallo Abdou. Présent. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre de l'Étalon. Les décorations sont faites dans 2 ordres. L'ordre de l'Étalon, dont le grand officier, 13 commandeurs, 29 officiers et 93 chevaliers. Enfin, l'ordre du mérite burkinabé qui enregistre 2 commandeurs, 13 officiers et 219 chevaliers. La particularité cette année est la création de la médaille d'honneur des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie par le président du Faso. Cette distinction récompense les VDP qui, dans le cadre de la défense du territoire national, se sont distingués par leurs contributions remarquables, leur engagement personnel, leur bravoure et leur sens de sacrifice. Cet après-midi, 3 VDP reçoivent leur médaille avec agrafe bravoure. Tous reçoivent leur médaille devant le chef de l'État, le Premier ministre, les présidents d'institutions et les membres du gouvernement. À leur côté, des proches venus être témoins de la reconnaissance de la nation à leurs parents, amis et connaissances. Plénière au CNT, un seul projet de loi sur la table, le budget d'État. Qualifié de souverainiste au vu de sa composition et de rassurant pour son déficit, maîtrisable d'environ 520 milliards de francs CFA, les membres du Conseil national de transition ont voté à l'unanimité la première partie du budget d'État ainsi que les autres budgets connexes. Nous informe Alouseini Touré, les travaux étaient présidés par le président de l'institution, le général de corps d'armée Malik Diaw. Compte rendu. Depuis l'avènement du budget programme, le budget d'État est voté en 2 parties. La première partie, objet de la présente session, est consacrée aux conditions générales de l'équilibre budgétaire. Les membres du CNT ont donc procédé d'abord au vote des amendements, s'en sont suivis les débats, puis de nouveau le vote global du budget avant de voter les budgets spéciaux et les budgets annexes. Pour l'exercice 2026, nous avons une prévision de recettes budgétaires de l'État de 3 057 milliards 792 millions 44 000 francs CFA, contre des dépenses budgétaires évaluées à 3 578 milliards 216 millions 683 000 francs CFA. Et le rapprochement de ces 2 agrégats fait ressortir un solde budgétaire négatif de 520 milliards 424 millions 639 000 francs CFA. Alors cette loi que nous venons d'adopter confère à l'autorité financière, en l'occurrence le ministre des Finances, toute la latitude de chercher, trouver les voies et moyens pour combler le déficit négatif qui vient d'être dégagé. Toujours selon l'honorable Touré, les signes sont rassurants par rapport à la croissance, au déficit et à l'inflation. C'est un budget souverain. Les indicateurs aussi sont au beau fixe. Par exemple, l'endettement. Le taux d'endettement, on n'est pas arrivé à atteindre ce qui est autorisé par l'UMOA. Le déficit, il est maîtrisé à 2,2% du PIB. La dette, elle est soutenable à 43% du PIB. Et l'inflation aussi est contenue à 2,5%. Ce qui nous fait dire que ce budget est vraiment un budget souverain qui va nous permettre d'amorcer la croissance de l'économie tant attendue et les choses iront pour le mieux. Comme à ses habitudes, le président du CNT a salué la mémoire des victimes du terrorisme maliennes et étrangères, civiles et militaires.
Rendez-vous a été pris pour le lundi 8 décembre prochain pour le vote de la deuxième partie du budget d'État. Approvisionnement du pays en hydrocarbures. Les membres du cadre de concertation sur la gestion de la crise du carburant se sont rencontrés. Ils ont fait l'état des lieux. Pas de pénurie à Bamako. Attention aux fausses informations. Le ministre de l'Industrie et du Commerce met en garde. Moussa Alassane Diallo a rappelé aussi que ces dernières 24 heures, plus de 290 camions-citernes ont été réceptionnés dans la capitale. Et comme dirait l'autre, il n'y a pas lieu de paniquer. N'est-ce pas, Seydou Traoré? Pas de panique, la ville de Bamako est approvisionnée en carburant, rassure le ministre de l'Industrie et du Commerce. Assurance partagée par les opérateurs pétroliers lors de la 8e réunion de gestion de la crise du carburant. Ce rendez-vous hebdomadaire a permis au ministre de l'Industrie et du Commerce de revenir sur les fausses alertes concernant l'approvisionnement en hydrocarbures de la capitale. De façon globale, nous avons constaté que à la gestion de la crise des hydrocarbures, il faut aussi assurer la gestion de la guerre communicationnelle et informationnelle par rapport à notre pays. Il y a beaucoup de fausses informations qui sont données aujourd'hui et qui ne sont ni justifiées ni justes. Je voudrais vous dire que pour la semaine écoulée, et pas plus qu'hier, il y a 293 citernes qui sont rentrées à Bamako, dont 166 citernes de gasoil et 122 citernes d'essence. Et il y a aujourd'hui 981 citernes qui sont stationnées dans le corridor pour être acheminées sur Bamako. Donc je voudrais vraiment rassurer les populations maliennes. Elles ont fait preuve de résilience. Elles ont fait preuve d'honneur et de dignité. Je leur demande de poursuivre la résilience, de poursuivre la dignité et de poursuivre l'honneur. Parce que le gouvernement est totalement engagé, déterminé à apporter toutes les réponses les mieux appropriées dans la gestion de cette crise. Le protocole est rentré en application et ça se passe très bien. La parité 70%, 30%, je pense que nous l'avons même dépassé. Et depuis lors, vous avez vu que les fils ont diminué et les populations consomment comme par le passé. C'est vrai, il y a 2 jours, il y a eu une petite pénurie. Et ça, il faut qu'on l'explique. C'est une panne au niveau de dépôt chargeur de Gestossi à Yamoussoukro. Du lundi passé au vendredi, le dépôt n'a pas travaillé. Et ça a créé ce problème de pénurie de gasoil. Et cette pénurie, nous l'avons jugulée parce qu'aujourd'hui, comme le ministre vient de le dire, nous avons près de 300 citernes qui sont rentrées. Et sur les 300 citernes, 293 ont été traitées par le Bureau national des produits pétroliers, qu'il faut aussi féliciter. Dans ses efforts pour ravitailler toutes les zones en crise de carburant au Mali, le gouvernement reste vigilant face aux cas de fraude dans le secteur. Ce cadre a également été mis à profit pour saluer la reconnaissance de l'État envers les importateurs, chauffeurs et apprentis. L'ensemble des 2 groupements professionnels m'ont chargé de présenter au président de l'international chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, leurs sincères remerciements et lui expriment toute leur gratitude par rapport à ces témoignages et par rapport à cette reconnaissance, n'est-ce pas, du travail abattu. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a enfin rappelé l'engagement constant du gouvernement à mettre en œuvre les décisions concertées et partagées à l'issue des rencontres du cadre de concertation. Et toujours en parlant de l'approvisionnement du pays en carburant, les citernes continuent de parcourir tout le Mali et c'est le tour des populations de Mopti d'accueillir dans la joie un convoi de 46 camions citernes. 31 sont destinés pour la région, nous indique Boubacar Sangaré, Suleiman Tipsouki. Les citernes de carburant tant attendues par la population de la Venise malienne sont arrivées ce mercredi 3 décembre 2025 dans la soirée. Le convoi est accueilli par les autorités et une foule en liesse. Avec fierté, la population est sortie massivement pour dire merci aux autorités de la transition. Nous sommes fiers, très fiers de nos FAMA. Cet important convoi sous escorte sécurisée des FAMA est composé de 46 camions-citernes, dont 31 sont destinés pour la région de Mopti. Cette étape marque l'approvisionnement à la normale de la population de Mopti. Et nous voulons quand même remercier la population de Mopti pour cette résilience-là, son courage, sa bravoure, et aussi remercier l'ensemble des autorités de la région, l'exécutif régional, mais aussi les plus autorités du Mali, et aussi les chauffeurs qui ont mouillé les maillots de Bamako à Mopti. Et merci aussi
à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Bien, merci. Vraiment, nous sommes très contents et vraiment très soulagés. Nous comptons toujours sur nos autorités pour faire de l'approvisionnement. C'est le lieu de remercier les plus hautes autorités, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort pour amoindrir les souffrances de la population. Nous remercions aussi toutes les bonnes volontés. Toute la population sera servie, mais la priorité sera donnée particulièrement aux structures en charge de l'eau, en charge de l'électricité, en charge de l'agriculture, en charge de la santé et en charge des télécommunications. Nous demandons à la population d'éviter la surconsommation et aux opérateurs pétroliers, nous leur demandons d'éviter la rétention et la surenchère. L'arrivée de ce convoi va donner un coup d'accélérateur aux activités socio-économiques de la région. Beaucoup de joie. Journée internationale des personnes handicapées. Le président de la transition continue de faire parler son cœur. Après la cérémonie d'hier, le conseiller spécial chargé des œuvres sociales à Guibou Dambélé et sa délégation était sur la rive droite où 200 familles ont bénéficié de l'opération de distribution gratuite de vivres et de motos. Compte rendu, Sorona Kamisoko. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, continue de faire des heureux au sein des personnes en situation de handicap. Les handicapés de la rive droite du district de Bamako sont les bénéficiaires. Elles reçoivent des mains du conseiller spécial du chef de l'État chargé des œuvres sociales, 20 motos et des produits alimentaires composés essentiellement de riz, du mil, de pâtes alimentaires et d'huile. Un élan de solidarité bien apprécié par les bénéficiaires. Au nom des bénéficiaires, je remercie le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, d'avoir pensé à nous. J'ai tellement cherché à avoir une moto que j'étais même découragé, mais grâce au président Assimi Goïta, mon rêve est devenu une réalité. Nous prions Dieu afin que le Mali retrouve la paix et la stabilité. Il n'est pas à son premier essai, c'est plusieurs d'actes comme ça qu'il a fait. Et les personnes handicapées sont très contentes et ont compris qu'avec Assimi, leur place est dans le Mali. Aux personnes handicapées de faire bon usage et également de comprendre qu'on doit continuer tous à soutenir le Mali. Le président Moribo disait le Mali sera respecté, nous ferons ensemble. Et les personnes handicapées doivent comprendre ça et agir dans ce sens. Ce geste de solidarité du président de la transition va permettre de soulager ces personnes pendant un bon moment. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée internationale des personnes en situation de handicap. Le président de la transition a voulu, par sa solidarité, et prendre tout le mois de décembre pour pouvoir apporter son aide aux personnes vivant avec handicap. Le président de la transition considère qu'ils sont des sources d'inspiration et de motivation pour qu'on puisse avoir un Mali plus solidaire, plus inclusif, pour que tout le monde puisse avoir sa place. Cette opération de distribution gratuite de vivres et des motos aux personnes handicapées va s'étendre aux autres localités du pays. C'est l'assurance donnée par le conseiller spécial du président de la transition. Et toujours dans le cadre de la célébration de la dite journée, la fédération et les autorités, autour d'un même engagement, ne laisser personne de côté afin de favoriser des sociétés inclusives pour les personnes vivant avec un handicap. Compte rendu, Soumaou Haïdar. Ce 3 décembre, le Mali a rejoint le monde entier pour rappeler que les personnes vivant avec un handicap ont des droits notamment à la dignité, à l'égalité et à une pleine participation à la vie sociale, économique et culturelle. C'est un appel à bâtir des sociétés inclusives où chacun peut déployer ses capacités et contribuer au progrès collectif. De l'exclusion à l'inclusion, de la marginalisation à l'autonomisation, de la rue à l'hémicycle, que le chemin parcouru. Le thème de cette année, favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social, nous demande à évaluer tout ce qu'on fait pour les personnes handicapées. Les personnes handicapées vous invitent à les accompagner fréquemment afin de soulever le défi de l'éducation, car de nos jours, à présent, l'éducation pose un problème à l'intérieur du pays par manque de politique d'éducation inclusive et par insuffisance des ressources humaines et financières. Le système des Nations Unies au Mali n'est pas en marche de ses efforts visant à assurer une meilleure inclusion de ce groupe et reste résolument engagé aux côtés du gouvernement du Mali
des organisations des personnes vivant avec handicap et de l'ensemble des partenaires, afin de garantir que leurs préoccupations soient bien prises en compte dans les interventions humanitaires et le développement, et surtout dans les politiques nationales de développement. L'ONG Agir, présidée par Keïta Aminata Maïga, a profité de cette journée pour présenter ses actions menées en faveur des personnes vivant avec un handicap. Les métiers sur lesquels les 117 personnes ont été formées sont entre autres la transformation agro-business, l'informatique, la pâtisserie-boulangerie et le make-up. La célébration du 3 décembre nous offre l'opportunité de remettre des kits d'AGR à 87 femmes. En plus de ces équipements de production, chacune des femmes concernées bénéficiera d'un fonds de roulement de 25 000 francs pour le démarrage effectif des activités. Les représentants du gouvernement ont témoigné de la volonté de l'État de placer l'inclusion et le respect des personnes handicapées au cœur de ses priorités. Je demeure convaincu que les objectifs recherchés à travers l'organisation de cette journée seront atteints. Depuis sa création, le ministère de la Santé et du Développement social conduit les initiatives et actions pour l'autonomisation des personnes en situation de handicap. On peut citer entre autres l'élaboration d'un plan stratégique 2015-2024 par le ministère de la Santé et du Développement social en 2014, la participation de 4 personnes en situation de handicap au Conseil national de transition, la nomination des cadres en situation de handicap à des postes de responsabilité. Depuis le début de cette transition, l'inclusivité est la lame de fond de notre travail. La vision incarnée par les plus hautes autorités à la tête du général d'armée Assimi Goïta nous encourage tous les jours à travailler dans toutes nos structures, dans toutes nos actions avec les populations. Le thème fait le lien entre l'handicap et la culture et les arts. On peut avoir des difficultés pour marcher, on peut avoir beaucoup d'autres difficultés, des faiblesses, mais on peut avoir de la valeur. On peut se battre pour son pays. En reconnaissance de leur engagement, plusieurs autorités ont reçu des diplômes d'honneur pour leur contribution à la promotion des droits et du bien-être des personnes handicapées. Les participants ont aussi pu découvrir et admirer leur génie créateur à travers une exposition de leurs produits, témoignant leur talent et leur créativité. L'Agence pour la promotion des investissements API Mali, en partenariat avec le PNUD, lance le tout premier outil numérique d'investissement au Mali. Il s'agit de la carte de l'investissement orientée vers les objectifs de développement durable. L'outil permettra de donner des informations claires et précises sur les opportunités d'investissement dans notre pays. Les initiateurs ont également procédé à la présentation de l'outil national de cartographie des investissements développé par l'API Mali. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Industrie du Commerce, Moussa Alassane Diallo, nous font savoir Barakissa Ouattara et Mamadou Sidibé. La révolution économique en marche. Le Mali vient de franchir un autre cap, celui de la visibilité nationale et internationale du potentiel économique de notre pays. La carte de l'investissement orientée vers les ODD qui vient d'être lancée vise à bâtir un Mali plus compétitif, résilient et attractif pour les investisseurs. Cet outil révolutionnaire est le fruit d'un travail mené conjointement par le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers l'API Mali et le PNUD. Monsieur le ministre, sous votre leadership, la promotion des investissements au Mali ne se fait plus comme avant. Nous nous sommes adaptés en usant des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les investisseurs du monde entier, de là où ils sont, ont accès à toutes les opportunités qui existent dans notre pays. C'est une boussole pour orienter les capitaux privés vers des projets à fort impact. Les investisseurs, y compris ceux issus de la diaspora, qu'ils soient ici au Mali ou à l'étranger, y trouveront des opportunités uniques de contribuer au développement durable, stimuler l'innovation et créer des emplois ici au Mali. Quant à la société civile, elle jouera un rôle clé dans la promotion de l'outil et en soutenant les communautés pour que chacun bénéficie des initiatives, et cela de manière inclusive.
La carte de l'investissement orientée vers les ODD permettra surtout de mettre en lumière les secteurs clés comme l'agriculture, la santé, l'énergie, les infrastructures, l'éducation et la finance. L'un des acquis majeurs de ce projet est l'intégration du Mali dans la plateforme mondiale dénommée SDG, Investor Map du PNUD. Cela signifie que nos opportunités bénéficient désormais d'une visibilité internationale auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et privés. Ils sont alignés sur un cadre international reconnu et rejoignent un écosystème de pays engagés dans la promotion d'investissements durables. Outre la carte orientée vers les ODD, un autre outil d'envergure a été dévoilé, l'outil national de cartographie des investissements développé par l'API Mali. Il vise à cartographier secteur par secteur l'ensemble du potentiel économique et des projets d'investissement du Mali. Il est désormais disponible sur le site institutionnel de l'agence. Un mot de cette session de formation consacrée au nouveau code pénal et au code de procédure pénale. Pendant 3 jours, plus de 50 magistrats civils et militaires venus notamment de Caille et de Mopti et du district de Bamako vont renforcer leurs compétences pour mieux comprendre les innovations apportées à ces textes et en assurer une application rigoureuse sur le terrain. Le commentaire de Bokari Koulibaly avec le concours de nos confrères de la DIRPA. Le nouveau code pénal et le code de procédure pénale sont au centre d'une session de formation destinée aux magistrats militaires et civils. Pendant 3 jours, ils vont renforcer leurs compétences afin de maîtriser les principales innovations introduites dans ces textes majeurs et d'en assurer une application plus efficace. Le code pénal et le code de procédure pénale font partie des réformes majeures conduites ces dernières années par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Leur mise à jour s'imposait face aux mutations rapides de la criminalité, à l'évolution des attentes citoyennes et aux impératifs de bonne gouvernance. Qu'il s'agisse de crimes organisés, de cybercriminalité, de terrorisme, de corruption, d'atteinte aux biens publics ou encore des exigences en matière de respect des droits et garanties judiciaires, il était essentiel que nos textes juridiques reflètent la modernité, la rigueur, l'équité et l'évolution de notre société. Cette formation offre ainsi une occasion privilégiée pour analyser les innovations introduites par la réforme, clarifier les points techniques et harmoniser les pratiques entre magistrats civils et magistrats militaires. Le ministre a exprimé toute sa gratitude au ministère de la Défense et des Anciens Combattants pour son soutien dans l'organisation de l'atelier. Il a également salué l'appui technique et financier du PNUD à travers le PROSMED, partenaire clé dans la mise en œuvre de cette session d'échange et de formation. La justice, pour être efficace, doit être cohérente, prévisible et compréhensible, tant pour ceux qui la rendent que pour ceux qui la reçoivent. La participation conjointe des magistrats civils et militaires, des tribunaux militaires de Bamako, Caille et Mopti à cette formation nous réjouit particulièrement. Elle témoigne de notre volonté commune de consolider l'unité du corps judiciaire, d'assurer la complémentarité des juridictions et de renforcer la cohérence de l'action pénale sur l'ensemble du territoire national. Dans un contexte où les défis sécuritaires restent importants, cette convergence de compétences est indispensable. À l'issue des travaux, les magistrats devraient disposer d'outils renforcés pour appliquer le droit avec plus de rigueur et d'efficacité sur l'ensemble du territoire. Rentrée solennelle de la 4e cohorte du master en maintien de la paix et reconstruction de l'État de l'école de maintien de la paix à Blondembe. La formation est organisée en partenariat avec l'université Kouroukanfouka de Bamako et la formation a démarré par la leçon modèle dispensée par l'ancien Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. C'était sous le thème de la gestion des conflits à la reconstruction post-crise, le rôle des auditeurs nationaux et internationaux. Batraouri, reportage. À l'ENP-ABB, École de maintien de la paix à Blondembe, les auditeurs de la 4e promotion du master en maintien de la paix et reconstruction de l'État s'engagent pour 2 ans de formation. Cette rentrée solennelle est placée sous le thème « Agissons pour un monde pacifique ».
Occasion d'attirer l'attention des auditeurs sur le contexte mondial actuel où les crises sécuritaires, politiques, économiques et sociales deviennent complexes. Cette formation vous demandera rigueur, détermination et ouverture d'esprit. Elle vous permettra aussi de rencontrer des praticiens, des experts, des témoins du terrain et de confronter vos idées avec la complexité du monde réel. Je vous invite à vivre ces 2 années que vous allez passer à l'école avec passion, avec humilité et surtout avec beaucoup d'ambition. Le monde a besoin de professionnels capables d'apporter des réponses innovantes, ancrées dans le respect des droits humains, la compréhension des contextes locaux et la vision d'un avenir partagé. La formation de cette 4e promotion du master en maintien de la paix et reconstruction de l'État est organisée en partenariat avec l'université Kouroukanfouka de Bamako. La cohorte est composée de 30 auditeurs dont 10 femmes ainsi que 2 participants internationaux venus du Bénin et du Burkina Faso. Chers auditeurs, votre présence ici illustre un engagement profond envers le Mali, envers l'Afrique et plus largement envers l'humanité. Vous faites partie d'une génération d'intellectuels praticiens, à la fois analystes, stratèges et bâtisseurs. Je vous invite à faire de cette formation un véritable espace de réflexion critique, mais aussi de créativité. Le savoir ne prend tout son sens que lorsqu'il éclaire l'action et se met au service du bien commun. Vous êtes un pilier fondamental de notre diplomatie universitaire, un moteur d'innovation académique et un secteur clé du rayonnement intellectuel du Mali. Le dernier temps fort de la cérémonie est la leçon modèle dispensée par vidéoconférence par l'ancien Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Elle porte sous le thème de la gestion des conflits à la reconstruction post-crise, le rôle des auditeurs nationaux et internationaux. Elle est dispensée à l'intention des auditeurs. On va faire le point des recommandations du 15e Conseil supérieur de l'agriculture et celui de la campagne agricole en cours. Les différents services techniques de l'agriculture, de l'élevage et du commissariat à la sécurité alimentaire ont exposé les dispositions prises pour une meilleure campagne agricole et qui vont permettre d'assurer la souveraineté alimentaire. Le déroulé de la rencontre avec Mamadou Fani. C'est la crème du développement rural ici de tous les secteurs de l'agriculture qui se réunit ce jeudi pour ce 3e conseil de cabinet élargi au titre de l'année 2025. Il s'agit pour les acteurs du monde agricole de passer en revue l'état d'exécution des recommandations de la 15e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Dans la dynamique de mise en cohérence des actions de développement, les départements de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche se sont attelés à mettre en œuvre le plan d'action du gouvernement sous l'égide de M. le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, conformément au contenu de la lettre de cadrage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Dans l'optique de mieux soutenir les exploitants et exploitantes agricoles, les interventions ont été multiples dans tous les domaines. Il s'agit notamment des intrants, des équipements agricoles, des aménagements hydro-agricoles, la recherche agricole, la santé animale, la protection des végétaux, mais aussi des renforcements de capacités à travers les formations des acteurs de la profession agricole. La session a permis aussi de faire le point de la campagne agricole 2025 et les décisions du Conseil élargi de cabinet du 14 août 2025. Il ressort de ces échanges que la campagne agricole de cette année est très prometteuse. Sur le plan météorologique, la saison des pluies 2025 s'est particularisée par un démarrage précoce par endroits, normal dans le reste du pays, et une fin normale à tardive en fonction des zones agroécologiques. En ce qui concerne la situation hydrologique, elle a été marquée par une montée significative du niveau de tous les cours d'eau à partir de la deuxième décade du mois de mai, qui s'est maintenue jusqu'en fin août 2025 en réponse aux précipitations abondantes enregistrées. Quant à la situation phytosanitaire, elle s'est déroulée dans un contexte marqué
par des conditions agroclimatiques globalement favorables au développement des cultures, mais également propices à la prolifération de plusieurs ravageurs d'importance économique. Cependant, la situation phytosanitaire est restée calme dans les principaux bassins de production agricole. S'agissant de la situation des cultures, l'installation des semis a été précipitée par les pluies précoces, ce qui a occasionné des cas de résémie par endroits et exacerbé la pression subie dans le cadre de la mise en place des intrants agricoles. S'agissant du secteur de l'élevage, des résultats encourageants ont été enregistrés avec plus de 100 000 tonnes de viande, 17 238 tonnes de lait collecté, plus de 8 000 hectares de surface de pâturage aménagés pour les animaux et la vaccination d'un nombre très important de cheptels. Ces résultats acquis tant dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage sont le fruit d'une bonne exécution des recommandations issues des différents conseils élargis des cabinets et du Conseil supérieur de l'agriculture. Les ministres présents dans la salle ont salué les efforts de l'ensemble des acteurs pour leur disponibilité. Et beaucoup d'acquis à l'actif de la loi d'orientation agricole, selon le secrétaire permanent du comité exécutif national du Conseil supérieur de l'agriculture. Les actions de mise en œuvre de cette loi sont menées, selon Salim Sissi, à plus de 50%. Le secrétaire permanent estime cependant qu'il est temps de procéder à une évaluation du dit texte. Il l'a dit à Yaya Konaté dans l'invité de la semaine, à suivre ce soir sur notre antenne. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de leur entretien. 20 ans après sa promulgation, aujourd'hui, il y a lieu de faire une évaluation. Donc, c'est vrai que les contextes ont changé et la population aussi a augmenté. Donc, aujourd'hui, la loi d'orientation agricole fait son petit bonhomme de chemin et nous avons beaucoup de textes que nous avons élaborés aujourd'hui, au nombre desquels nous avons des lois, des décrets, des arrêtés, des décisions. Et aussi, comme les actions qui doivent être menées aussi sont menées à plus de 50-60%. Donc, il y a lieu aussi nous sommes dans la dynamique d'évaluer cette loi pour pouvoir la relire aussi et la rendre au contexte actuel. Mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui à l'actif véritablement de la loi d'orientation agricole? D'abord, il y a l'organisation du monde agricole. Il y a aussi la moralisation des intrants agricoles, de la gestion des intrants agricoles. Aujourd'hui, il y a la sécurisation des exploitations agricoles familiales, qui est très important aussi. Et nous avons aussi le monde rural qui est représenté au sein des fêtières. Voilà, l'invité de la semaine à suivre après les informations météorologiques. Et pour information, sachez que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé tout à l'heure une audience à Bassolmo Bazié, président de la commission nationale de la Confédération AES du Burkina Faso. En mission à Bamako, l'émissaire burkinabé était porteur d'un message officiel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Garibou Pérou vient juste de regagner la maison de la radio. Nous aurons la quintessence de cette audience dans nos éditions de demain. Première session du conseil d'administration de la nouvelle compagnie nationale aérienne Mali Airlines SA. On se rappelle que c'est en août 2024 que la décision a été prise par les autorités de doter le pays de sa propre compagnie, comme par le passé avec Air Mali SA. Et déjà que de chemin parcouru, les statuts et les différents staffs de la compagnie sont en place, nous précise Arjou Matina. Le processus de désenclavement intérieur et extérieur de notre pays par l'exportation des services aériens dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté est en bonne voie. La nouvelle compagnie nationale Mali Airlines SA, créée en août 2024 par les plus hautes autorités, est à pied d'œuvre et vient de tenir la toute première session de son conseil d'administration. Les plus hautes autorités de la transition, sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, ont, par ordonnance du 13 août 2024, créé la compagnie aérienne nationale Mali Airlines SA. Elle contribuera certainement à la réalisation des objectifs politiques, économiques, sociaux et culturels de la Confédération des États du Sahel, AES, et de réussir le drapeau du Mali très haut dans le ciel. Notre première tâche va consister à poser les bases de l'opérationnalisation
notamment la définition d'un modèle économique efficient, la recherche de partenaires fiables, l'acquisition d'arénefs, etc. L'ordre du jour que je vous propose pour cette première session est le suivant: la présentation des administrateurs sociaux et commissaires aux comptes de la compagnie, l'examen des activités du chronogramme d'opérationnalisation de la compagnie aérienne. Mali Airlines SA, au regard du contexte actuel, est un symbole significatif de l'affirmation de la souveraineté nationale. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la compagnie, qu'on soit capable de transporter les Maliens partout où ils sont. Et c'est des instructions que nous avons reçues des hautes autorités en tant que PCA et en tant que membre du conseil d'administration. Nous allons vraiment accompagner ces efforts-là pour que les premiers avions soient vus rapidement dans les cieux du Mali et dans les cieux internationaux. Grâce à l'engagement des plus hautes autorités, bientôt les couleurs nationales voleront dans le ciel selon les responsables, car les jalons sont déjà posés. Dans l'aviation, le processus d'opérationnalisation d'une compagnie aérienne prend du temps. Il y a des préalables et ce processus commence avec l'obtention de l'agrément de transport aérien. Ensuite, il y a l'étape de l'obtention du permis d'exploitation aérienne. Et il y a un plan d'affaires initial qui a été élaboré et c'est sur cette base qu'on a fait un chronogramme d'opérationnalisation. C'est un processus et au moment opportun, nous allons communiquer la date du premier vol inaugural. Avec comme slogan « Relier les peuples, rapprocher les horizons », la nouvelle compagnie nationale entend permettre au Mali de reprendre sa place dans le secteur du transport aérien en Afrique. Oui, vivement les vols de Mali Airlines SA. L'Alliance Mali-Tanien et la sous-préfecture de Kalabankourou ont organisé une conférence débat sur la désinformation en anglais, les fake news et la cabale médiatique contre le Mali. Une rencontre dense animée par le journaliste Salif Sanogo, ancien directeur général de l'ERTM. Abdoulaye Sangare, reportage. Les plateformes numériques au Mali sont devenues des outils d'information rapides et accessibles, mais également des vecteurs de rumeurs, de fausses alertes sécuritaires et de discours incendiaires. La désinformation menace non seulement la cohésion sociale, mais aussi la confiance entre citoyens et institutions. Cette initiative de l'Alliance Mali-Tanien vise à engager un dialogue direct avec la population afin de mieux comprendre les mécanismes de manipulation de l'information et d'encourager une consommation médiatique plus responsable. Plusieurs experts présents ont expliqué comment certaines informations, parfois anonymes ou mal vérifiées, deviennent plus virales en quelques minutes. Aujourd'hui, on doit faire la part des choses. Une information qui nous arrive, est-ce qu'elle est vraie? Elle vient d'où? Dans quel but elle a été diffusée? Si on arrive à faire la part de ces choses, on ne va pas tomber dans le piège de la désinformation. La solution, c'est que les jeunes soient très vigilants. J'insiste sur les jeunes. Il faut que les jeunes soient très vigilants, qu'ils vérifient les informations qu'ils reçoivent et qu'ils ne partagent pas n'importe comment et n'importe quelle information. Et ensuite, s'ils ont des doutes, qu'ils puissent saisir qui de droit les gens qui sont au fait afin qu'on puisse leur expliquer les mécanismes. Le message que je voudrais lancer à toute la population du Mali, c'est d'être aussi des professionnels des médias et de vérifier les sources d'informations avant de les relayer sur d'autres plateformes. Plusieurs organisations communautaires ont exprimé leur volonté de participer à cette initiative. Ces combats se mènent ensemble avec solidarité, l'unité et la force. Un principe fondamental. Nous devons favoriser les voies de paix et de réconciliation tout en valorisant les actions positives qui renforcent notre tissu social. Des initiatives concrètes émergent déjà. Les journalistes s'organisent pour renforcer la vérification des faits et nos institutions mettent en place des cellules de veille et des radios communautaires pour diffuser des informations fiables. Cette conférence a permis aux participants d'analyser des exemples concrets de fausses informations, comment elles se construisent et comment les identifier. Aujourd'hui, ce que nous avons appris de la conférence, c'est que nous devons tout mettre en évidence, comme le disait Descartes. Je doute, je me mets en évidence. Cela nous permettra d'éviter beaucoup d'erreurs et d'éviter les diffamations d'informations sur les réseaux sociaux. Dans un contexte national encore fragile, la promotion d'une culture médiatique saine apparaît comme un rempart essentiel contre la manipulation et les divisions.
Le chef de l'exécutif régional de Kidal est à Aguelok. Le général de division El Gamou est sur place pour échanger avec les populations sur les priorités du moment et apporter le message des autorités. Au RTM Kidal, Sidi El Medi Ag Al-Baka Moussa Togo. Le gouverneur de la région de Kidal, le général de division Al-Haj Gamou, était à Aguelhok. À peine foulé le sol de la ville meurtrie, le gouverneur et sa délégation se sont recueillis sur la tombe des braves soldats maliens tombés pour l'honneur et la dignité du Mali en 2012 sous le commandement du vaillant capitaine Traoré Bad. Le séjour du chef de l'exécutif régional a été marqué par un chapelet d'activités, parmi lesquelles des échanges fructueux avec les forces vives, les forces de défense et de sécurité et l'administration locale d'Aguelhok pour consolider les vivre ensemble. La première rencontre, c'est avec le chef de fraction, l'ensemble des chefs de fraction du cercle d'Aguelhok. Là où on les a quand même demandé de s'impliquer pour la résistance. J'ai vraiment constaté que c'est une population déjà debout à tous les niveaux. Avec leur administration, il n'y a rien à dire à Aguelhok. Vraiment, tout le monde était déjà au top pour résister à tout ce qui est étranger à notre pays. C'était vraiment une réussite totale. Il a été accueilli chaleureusement, il a calmé les tensions, il a donné beaucoup d'espoir de sécurité et de développement aux populations d'Aguelhok. En marge de cette tournée, le gouverneur Gamou a visité les locaux de la préfecture. Ici, le constat est satisfaisant. Le déplacement du gouverneur vraiment met un accent particulier sur le cercle d'Aguelhok et ça montre vraiment l'importance qu'il donne vraiment à être proche de la population. Après avoir visité le CESCOM, le gouverneur de Kidal est allé apprécier la qualité du service fourni par l'école Al-Hamdou Ag Ilienne, opérationnelle depuis Aguelhok et qui fait la fierté de la 8e région. Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, c'est ce qu'on appelle un engagement de taille. Il s'agit des 53 communes de la région de Tombouctou qui parient sur la réussite de la rencontre. Déjà, elles ont manifesté leur volonté à travers cette contribution financière de 300 000 francs CFA par chef-lieu de commune et 150 000 francs CFA par commune rurale. Plus d'explications avec Nadim Babassissé à Sanaïdar. À l'ordre du jour de cette rencontre initiée par le Conseil régional de Tombouctou, regroupant les maires des 53 communes de la région de Tombouctou, figure le souci de la bonne organisation de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Nous avons l'occasion d'aborder des sujets vitaux comme la mobilisation de nos ressources propres et la présentation des grands projets régionaux comme PASEM 2, comme Participe, comme Protect et comme Culture Art. Mais permettez-moi de focaliser notre attention sur l'événement qui non seulement illustre la richesse de notre culture, mais représente surtout une opportunité de relance économique pour toute la région de Tombouctou. Au terme de quelques minutes de consultation interne entre élus, l'engagement des communes ne se fait pas attendre. Les communes de Tonka et de Mékoré donnent le ton en contribuant séance tenante à hauteur de 500 000 francs, dont 300 000 pour Tonka et 200 000 pour Mékoré. Elles sont suivies de la contribution de Sobundu, 300 000 francs. Nous sommes répartis en deux blocs. Les communes chef-lieu de cercle, 13, contribuent à hauteur de 300 000 par commune. Et les autres communes, les 40 communes, disons rurales, vont payer 150 000 par commune. 53 communes de la région de Tombouctou. Cette biennale ne peut pas être une grande réussite sans votre mobilisation, sans votre engagement. Chaque maire dans sa commune doit s'engager. Chaque commune doit sentir, doit vivre la biennale artistique et culturelle. La rencontre se poursuivra avec des échanges sur les grands défis liés à la mobilisation des ressources internes des collectivités territoriales, la présentation des projets et programmes pilotés par le Conseil régional afin que les acteurs puissent mieux se les approprier à travers une séance questions-réponses.
Et je vous amène à Ségou avec cette rencontre bilan du projet éducation des enfants. Ce projet de 2 ans mis en œuvre par l'Association malienne pour la promotion du Sahel. Kandesila Moussa Fofana. Ce cadre de concertation qui réunit acteurs, bénéficiaires et partenaires du projet éducation des enfants au Mali, PEM, vise à faire le point des activités de ce projet mis en œuvre par le consortium d'ONG AMAPROS, Association malienne pour la promotion du Sahel, et AMPDR, Association malienne pour le développement rural. Un projet financé par Radio Aide à travers ERIX Development. Au total, 116 écoles des régions de Ségou, 100 et Kouloukoro affectées par la crise sécuritaire ont été concernées durant les 2 ans de mise en œuvre de ce projet. Dans le souci de l'amélioration des conditions d'accueil, d'études des enfants, le PEM a réalisé 4 espaces amis des enfants sur les sites des déplacés de ATT-Bougou, Sébougou et Zogofina dans la région de Ségou et Farako à San dans la région de San. À ces réalisations s'ajoute la remise de matériel didactique et de 100 tables bancs aux écoles d'accueil partenaires des enfants PDI. Et en 23 mois d'intervention, le PEM sur 12 515 enfants âgés de 6 à 17 ans a pu faire jouir de leur droit à l'éducation 10 043 enfants, dont 4 047 filles et 5 996 garçons âgés de 6 à 17 ans. Le projet a permis aux communautés, aux élèves, à l'encadrement scolaire, alors de savoir mieux s'orienter en période de crise et de faire en sorte que les enfants puissent bénéficier d'encadrement et de formation malgré le contexte d'insécurité. Pour les bénéficiaires directs, c'est-à-dire les enfants, c'est un de leurs droits fondamentaux qui vient d'être ainsi sauvegardé, c'est-à-dire le droit à l'éducation. C'est pourquoi les enfants des sites des personnes déplacées internes ont décerné une attestation de reconnaissance à AMAPROS et à ses partenaires pour le service rendu. À présent, un regard sur le parcours d'une personne emblématique qui aura tout donné à notre pays. Oui, tout le Mali, physique ou de cœur, en communion à Caille pour les obsèques demain vendredi de celui qui a donné corps et âme à la nation et surtout à la cité des rails. El Hadj Aminyang, décédé dimanche dernier au Sénégal à 97 ans, était considéré comme précurseur des opérateurs économiques de la région et un leader d'opinion des plus influents de la contrée. À la veille de ces obsèques qui s'annonce solennel et mémorable, arrêtons-nous un instant sur la vie de celui que tout Caille pleure aujourd'hui, et c'est avec Souri Ibrahima Keïta. L'édifice Caille ne s'écroulera peut-être jamais, mais avec la disparition de Aminyang, le bateau cité du rail et au-delà, celui du Mali, son pays, auront vertigineusement tangué. Il était une fois donc un homme iconoclaste que l'histoire retiendra encore longtemps. Caille, désormais orphelin de son bienfaiteur hors pair, de son leader religieux inamovible, de son messager de paix, serait-on tenté de schématiser en filigrane évidemment le portrait robot de celui dont le nom et celui de la cité du rail étaient devenus presque une symphonie achevée par les évocateurs de l'un et ou de l'autre. Loin de toute vanité, il affichait en toute humilité la satisfaction, la sienne, d'avoir bénéficié de la magnanimité divine en fortune et en longévité notamment. Une magnanimité dont il s'est inspiré lui-même à l'égard de ses concitoyens, distribuant en nature ou en espèces sonnantes et trébuchantes à tous ces malheureux difformes et autres passagers démunis à Caille ou ailleurs. Ce self-made man avait construit sa fortune grâce à l'immigration qu'il ne conseillait cependant pas. Réalité contemporaine oblige. Fils unique de son père et de sa mère, il sera obligé d'interrompre ses études en 6e année pour raison d'incapacité des parents
d'en assurer les charges financières. Alors s'ouvre à lui le chemin de l'aventure. Destination le Zaïre, actuelle RDC, dans les mines de diamants. Il y fait fortune, retourne à Caille et s'essaie au commerce qui lui sourit également. Sa première distinction, il l'obtient en 1983, chevalier de l'Ordre national. En 1965, il effectue son premier pèlerinage à la Mecque et le dernier il y a 2 ans et à 95 ans. Entre les deux, il fera la navette pratiquement chaque année, soit entre Bamako et la Mecque, Bamako et Fès au Maroc, ou encore le Mali et le Sénégal. On comprend dès lors qu'il consacre sa vie à la paix, à la concorde et à la promotion d'un islam vrai. Nere kila hamenya nyanyi na fi tokoni bange bela min tenfe bimbe fe nya fara beba min benfe min tenfe nya ya fara beba. Amenyank est donc mort. Vive l'inoxydable leader d'opinion à la grandeur d'âme incontestée. Que son âme repose en paix. Amen. Les obsèques sont prévues demain, vendredi, à Caille. Les autorités de la transition sont représentées par le ministre des Affaires religieuses, Dr Mahamadou Koné. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Un grand merci à nos téléspectateurs de Sotigila, Bougouni, Sanankoro, Djitoumou et de Welese Bougou. Bonsoir à tous.